M'apprendre. Et j'aime sortir de ma zone de confort. Où tu vois ton industrie dans 50 ans? Faire des jeux vidéo, c'est surtout des humains. Tu sais, je sais pas, ça passait de... C'était multiplié par 10. Là. Ok, ouais, ça hors Fait que là, norme. hors norme, on a dit non, ben on va redévelopper la tech à Ouais. l'interne. Puis les coûts de production d'un jeu vidéo deviennent chers. Plus d'années place et plus on le voit, des coûts phénoménaux pour certains gros jeux. Vraiment beaucoup plus difficile d'innover maintenant. Could be better podcast. Bienvenue dans ce premier épisode de Could Be Better, le podcast qui donne la parole aux pros du jeu vidéo et de la création numérique. Je suis très content de ce premier épisode. Aujourd'hui, on s'intéresse à un rôle souvent discret, mais absolument essentiel dans le développement d'un jeu, celui du directeur technique. Sous le titre de cet épisode, le directeur technique, chef d'orchestre de la création, on va parler de comment la technologie, les outils, les pipelines et les équipes s'harmonisent pour donner vie à une vision créative et de ce que veut vraiment dire passer du code à la direction, du concret au stratégique. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir Frédéric Robichaud, qui s'appelait Fred, directeur technique chez Gearbox. Parfait, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu un peu tardivement à l'invitation. Je suis très content d'ouvrir le bal avec toi. Avant de commencer, je voulais faire un petit clin d'œil à Elisabeth, directrice de Québec Epix, tout simplement pour la mise en relation. C'est grâce à Elisabeth qu'on se parle aujourd'hui, donc merci encore Elisabeth. Mais pour en revenir à toi, Fred, c'est le sujet principal du podcast aujourd'hui du jour. Quelques mots pour te présenter. Euh, Fred, je vais faire ça à la troisième personne. Je pense que ça va aller, tu vois, c'est un peu marrant quand quelqu'un t'a fait en face. Fred, c'est un véritable vétéran de l'industrie. Il a commencé sa carrière en 98 chez Softimage comme programmeur. Il a ensuite travaillé chez Ubisoft, notamment sur la licence Assassin's Creed, avant de devenir programmeur en chef sur la franchise Far Cry. Diplômé d'un MBA HEC, il a ensuite contribué au lancement de Thief, puis dirigé la programmation de la franchise chez Tomb Raider, chez Eidos Montréal, pendant un peu plus de 8 ans environ. Après un passage comme directeur de la technologie chez Reflector, il a rejoint Gearbox en 2021, où j'allais dire mais où il supervise aujourd'hui toute la technologie studio de Québec et de Montréal. Euh, pour donner un peu plus de contexte, et je te donne la parole juste après, sur l'épisode d'aujourd'hui et situer nos auditeurs, un petit peu les grands thèmes qu'on va en aborder. On va en aborder quelques-uns aujourd'hui, un peu plus que la normale. Le premier point, c'est le parcours, enfin ton parcours, du code à la direction et ce que ça implique, l'évolution technique et tout ce que ça peut impliquer. En deuxième gros lieu, on va parler des pipelines de développement, les outils, les métriques, KPI, enfin un peu d'anglicisme, qui guident un peu la performance technique de tes équipes et au quotidien de Gearbox. Un troisième lieu, le leadership, l'innovation et la gestion d'équipe. Autant des grandes productions AAA que des équipes au quotidien. Et enfin, un sujet qui fait parler dernièrement, et on a déjà entendu à ce sujet aussi d'ailleurs, c'est l'avenir de la tech dans le jeu vidéo. Notamment, on en parle beaucoup, c'est controversé, donc l'IA, entre autres, les automatisations et puis les nouveaux défis un peu qui commencent à arriver sur le secteur et qui font parler ces derniers temps. Bref, ça fait quand même pas mal de thèmes. J'ai vraiment hâte de rentrer plus en détail avec toi et d'avoir tout ton input et tout ton knowledge là-dessus. Encore une fois, très content de t'avoir aujourd'hui, Fred. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisserai peut-être te présenter avec tes mots à toi aussi, parce que je viens de le faire à la troisième personne, si tu veux rapidement, et me dire un peu à quoi ressemble ton rôle aujourd'hui chez Gearbox. Rapidement, j'ai fini, comme tu l'as dit, en 98. J'ai fait l'école polytechnique, si tu l'avais pas mentionné. Euh, j'ai 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 toujours aimé l'informatique, c'était un hobby. J'ai commencé à programmer sur du Commodore 64, là, Ok. donc puis j'aime résoudre des problèmes. Qu'est-ce qui me drive dans la vie, qu'est-ce qui me motive dans la vie, c'est vraiment de résoudre des problèmes. Donc j'ai commencé chez Softimage, j'adorais cette compagnie-là. Ça allait pas si bien que ça financièrement, donc j'allais dans le jeu vidéo, j'ai fait le grand saut. Parce que Softimage, c'est plus du film, du 3D, Ok. ensuite, heu, j'étais 2 ans chez Ubisoft. Très grande exp beaucoup d'expérience, beaucoup de nouveautés. Behavior a été très insistant pour m'avoir, donc j'ai été là 4 ans. J'ai travaillé sur l'ancêtre de Dead by Daylight. C'était d'autres choses avant, mais c'était quand même la même ADN. Ensuite, j'ai été 7 ans. J'avais le goût de faire des jeux plus de qualité, donc 7 ans 7 ans? 8 ans chez Eidos Montréal. J'étais allé là surtout pour la franchise de Tomb Raider. J'ai fait les trois récents Tomb Raider, Ok. j'ai participé en tant que lead programmeur, directeur technique. Ben, c'était directeur de la programmation chez Eidos. Donc, le dernier de la trilogie, c'est moi qui est en chef. Euh, Encore une fois, j'aime apprendre. Et j'aime
sorti de ma zone de confort. Rendu après ça, j'ai fait un petit essai sur un petit projet chez Eidos, mais j'avais le goût d'essayer d'autres choses. J'étais allé 2 ans chez Reflector, une compagnie start-up financée par Guy Laliberté. Je veux dire, un roller coaster, genre une montagne russe, mais encore une fois, j'ai appris énormément. Et depuis 4 ans, je suis chez Gearbox. J'ai aidé à établir, à bâtir le studio de Montréal en pleine pandémie. Donc, d'autres nouveaux D'autres défis. défis. On appartenait à Embracer à l'époque. Là, on a passé à Touquet. Euh, puis récemment, on a lancé genre Borderlands 4. Ouais, tout à fait. Donc, Bravo pour le lancement d'ailleurs. merci. Euh, techniquement, c'est un beau succès sur console. On a entendu les commentaires des joueurs sur PC. On travaille fort pour corriger tout ça. Ouais, on les a vus passer aussi, mais PC toujours un peu spécial. Il y a toujours cette transition, mais écoute, c'est vraiment cool. Avant d'aller plus loin, moi, je vais te poser une question dès maintenant, je pense. Quelque chose sur toi qu'on ne sait pas, ou qu'on ne pourrait pas forcément savoir en voyant ton parcours. Eh, comme on s'en est parlé un peu en début, pendant 2 ans, j'ai eu un restaurant. C'est de la fine cuisine française sur Saint-Laurent-Laurier, juste à côté d'Ubisoft. Ouais, Comme j'ai dit, j'aime sortir de ma zone de confort clairement. et je continuais quand même de travailler sur des projets de jeux vidéo en même temps et en faisant mon MBA. Donc, j'ai des tendances un petit peu insomniaques ou workaholic, mais Ouais, je connais ça, comme on s'en est parlé tout à l'heure. Dormir, c'est un peu surcoté. Écoute, vraiment cool. J'aime beaucoup l'anecdote. Merci pour le partage. Justement, pour rentrer un peu sur le premier thème, c'est ton parcours un peu, donc passer du code, mais comme tu as dit, à la direction technique. Toi, tu as déjà dit un petit peu, t'aimes ça, apprendre encore, donc on comprend un peu ton évolution. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de passer du code, on va dire, à la direction, même si j'imagine que tu fais toujours du code aujourd'hui, mais je vais dire beaucoup moins chez Gearbox parce que ouais, j'ai 6 projets à ok, superviser. ouais, C'est très drôle quand je choisissais mon parcours universitaire, comme, je cherchais la description, c'est comme ah, supervise. Ah, supervise. On dirait que j'avais besoin de superviser. je comprends. Euh, mais j'ai pas commencé par là, mais Softimage, j'étais programmeur. J'ai fait une petite expérience en gérant quelques personnes sur un projet de localisation. J'aime bien ça. Ça me met encore une fois hors de ma zone de confort. Ouais, Mais c'est surtout que j'ai voulu faire ma maîtrise. ouais, Puis je ne l'ai pas fait en finissant mon bac parce que les compagnies, à cette période-là, genre, ils nous proposaient terre et monde pour aller travailler. Donc, j'ai voulu faire une maîtrise en biomédical. ok. J'aime apprendre, hein? Ah, ouais, clairement, ouais. Donc, génie biomédical. Ils me voulaient à temps plein. Moi, je- j'aimais bien mon salaire à cette époque-là. Donc, finalement, je suis allé faire mon MBA. Puis, c'est là que j'ai pris la décision de dire, OK, ben, comment je peux faire pour m'améliorer? Soit je peux continuer de façon technique, que je pensais avoir atteint un certain plateau, ça Ouais, faisait environ 7 8 ans, ou aller en gestion. ok. Donc, j'ai décidé Hmm. d'aller en gestion. Je me suis dit que gérer des humains, c'était beaucoup plus difficile que gérer des ordinateurs. Je- Et j'avais tellement raison. Ah ouais, je te rejoins là-dessus complètement. On est complètement d'accord. Je préfère les ordinateurs et le binaire de l'ordinateur, ouais. Mais je comprends. Écoute, très cool. Euh, Petite question là-dessus, justement pour continuer sur cette thématique. Quelles compétences tu as dû apprendre, toi, ou peut-être désapprendre? Tu sais, parce que tu étais quand même, c'est un bout de temps que tu roulais, comme tu as dit avant en code. Puis j'imagine que c'est pas simple. C'est le passage de Le passer au passage est. superviseur. Ben, premièrement, il y a beaucoup de personnes qui veulent passer de programmeur à gestionnaire pour une augmentation de salaire. Ouais, Ce n'est pas les bonnes raisons. C'est vraiment un autre métier. ouais, Oui, tu étais expert reconnu euh, dans un domaine technique et là, tu décides de faire de la gestion. Euh, Premièrement, tu dois gérer des humains ouais, et non des ordinateurs. Donc, je vais faire une petite clarification avant parce qu'on parle souvent de direction. Tu ouais, as quand même de la direction technique, tu as de la direction humaine puis de la direction projet. ouais. Ces 3 entités-là, ils peuvent être faites par une personne, mais souvent, c'est pas le cas. Donc, il faut que tu acceptes de ne pas être le meilleur. Ouais. C'est dur. Heu, C'est dur parfois. c'est très dur, surtout au début que tu Ouais. étais reconnu pour ton expertise. Donc ça brime la délégation. Donc, je pense que la délégation, c'est le truc qui prend, je veux dire, des années à apprendre.
Puis être capable de dire que c'est pas parce que tu as appliqué une recette une fois que ça va être bon tout le temps. Il faut être vraiment capable de se remettre en question. L le leadership, c'est influencer les gens, mais on c'est pas une prison. Donc, il faut être capable d'avoir les bons moyens pour dire: «OK, c'est comme ça, qu'on doit influencer les gens». Heu, s donc, il y a plusieurs types de 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 pouvoir Ouais. politique. Lui de la carotte puis du bâton, c'est lui qui marche le moins bien. Ouais, d'accord. Je te rejoins aussi là-dessus, c'est certain, mais est-ce que tu l'as vu toi justement? Moi, j'ai pu le voir, tu sais, cette évolution des fois et c'est vrai qu'on fait un amalgame souvent, on se dit: «L'évolution passe par la gestion et le management», mais pas forcément. Encore une fois, c'est vraiment 2 jobs distincts. C'est Ouais. alors être très bon dans son job et à partir en gestion, c'est 2 mondes différents. Même moi, je l'ai vu un peu et je pense qu'on l'apprend un peu à ses dépens, mais on a un peu cet amalgame qui dit que pour réussir et monter dans la hiérarchie, il faut passer par du management. C'est vraiment pas donné pour à tout le monde et il faut aimer ça. C'est surtout ça en fait, je pense le premier point. Je te dirais que dans le jeu vidéo, on a appris, il y a tu sais, on a des niveaux, de seniorité. Ouais, Ça per Tu peux continuer de dire: «Au niveau technique, je continue de m'améliorer, j'ai un plus gros, heu, impact sur la ouais, compagnie». Heu, donc, ouais, ça fait il y a quand même, je pense que c'est pour l'entreprise, mais c'est vrai que je l'ai vu aussi souvent, tu sais, tu as quand même des axes très précis et spécifiques, donc ça aide clairement et très cool. Et justement, est-ce que toi, tu as pu le voir, peut-être dans peut-être différentes expériences, quelqu'un qui est passé, qui était très bon sur son job, tu sais, qui est passé en superviseur et en fait, c'est j'en pas ai vu quoi. plusieurs OK. et c'est très pénible quand c'est ton superviseur. Oui, Moi, je me rappelle d'un patron que je nommerai pas le nom qui me bien disait, sûr. il me disait: «Ah oui, ces tâches-là, ça va prendre une journée». Lui, il était expert dans ce domaine-là. Moi, j'arrivais dans un de nouveau et je me sentais comme incompétent parce que Ouais, moi, ça va me prendre 3 jours à le faire. à faire. Puis, puis il était pas heureux et ça se Ouais. sentait. Je suis complètement d'accord. Ça, il y a ce côté où il faut s'accepter un peu. Et c'est dur de dire c'est pas forcément fait pour moi, surtout quand tout le monde a toujours répété encore une fois qu'il faut passer par la gestion. Ça. Mais oui, encore une fois, chacun son axe et autant être bon sur son axe et aimer et être épanoui que d'aller faire du mal un peu à tout le monde, tant à soi-même qu'à l'entreprise qu'aux salariés. Mais ouais, ça je comprends. Justement, toi, je pense on l'a vu, t'aimes ça apprendre et tu continues encore à apprendre avec toute l'expérience que tu as pu avoir. Comment tu continues à nourrir ta fibre technique, mais aussi managériale, tu sais, en gestion, donc en occupant ce rôle, c'est aujourd'hui? C'est sûr que c'est mon temps est très occupé et très compté. Souvent, évidemment, je regarde des trucs sur Reddit, je regarde, mais j'aime bien l'apprentissage par, contact humain. Ouais, Souvent, je regarde LinkedIn, tout le monde poste des trucs. Je suis comme: «Ah, ça existe! Ah!» et je trouve que la vitesse de propagation de l'information est vraiment rapide de cette façon-là. Mais il existe des conférences, ouais. heu, je vais dire des podcasts, Comme hem, celui-là d'ailleurs. comme celui-là d'ailleurs, ou des partenaires d'affaires. Je vais parler d'Epic Oui, qui est, nous, une compagnie Unreal, qui pousse l'innovation. Donc on essaie d'aiguiller ou d'aligner notre développement avec leur stratégie ou de l'influencer. ouais, ouais. Je pense qu'il y a des 2, ouais. Il y a un peu des 2. Très, très cool. Donc ouais, donc pas mal de ressources, donc LinkedIn. Est-ce qu'en interne, vous avez des, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, tu sais. Mais est-ce qu'en interne, justement, j'imagine qu'il y a aussi des choses que vous lancez, peut-être des initiatives ou, tu sais, parce qu'il y a toi et tes équipes, elles, comment s'informent aussi, tu sais? Je pense qu'on prend un peu d'avance, mais je te pose la Heu, question dès maintenant. Évidemment, on essaie de favoriser la documentation. Ouais, C'est l'enfant pauvre de la compagnie, mais avoir des bons outils qui permettent de facilement nous, on utilise Confluence, ouais, donc on essaie de faire toujours les premières ébauches de documentation ou de partage de connaissances et on fait des code reviews, des revues de code. Ça permet de partager l'information. Ça, c'est très au jour le jour, mais on essaye et dans d'autres compagnies que j'ai vues, on essaie de faire des learn and lunch, qu'on peut permettre de un expert décide de faire un sujet qui l'intéresse. ouais. Présentement, c'est embryonnaire chez Gearbox, mais on s'en vient. Ça avance, Ouais. c'est en cours. OK, très cool. Ouais, bah, écoute, pas mal de ressources, je suis le 1er aussi sur LinkedIn. Il y a beaucoup de choses qui passent, il y a beaucoup de choses qui, je ferme un peu les yeux, tu sais, je suis le 1er des fois à poster des choses là, faut que je le fasse plus souvent. Mais ouais, très cool. Hem, Justement pour revenir un petit peu sur tu sais, sur l'équipe et toi, sur ton background avec tout ce que tu as pu, accumuler, toi, ton parcours, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un ou une dev,
Tu sais, qui veulent évoluer vers ce type de poste, tu sais, en direction? Si tu en avais quelques-uns ou un conseil? Ben, je vais dire, premièrement, faut le faire pour les bonnes raisons. Donc, c'est pas vraiment l'argent. Faites-le pas pour, genre parce que vous aimez travailler avec des humains, Ouais, avec des gens. Passer à lead, il faut souvent avoir des compétences transverses très, très larges. Donc, toucher à tout. Euh, Être programmeur UI, programmeur engin, programmeur généraliste, ça aide à avoir une compétence plus étendue. OK, Le dernier conseil que je donne, c'est agissez comme si vous l'étiez déjà. OK. Heu, c'est arrivé dans ma carrière qu'il y avait pas de lead dans une équipe. Ouais, Il y a personne en tout cas, il y avait une transition, puis moi, step up, genre, je dis: «OK, moi, je vais agir en tant que lead par intérim». Et évidemment, on m'a donné le poste par la suite, mais c'est un très, très bon apprentissage. Il faut ouais, juste le faire de façon, pas autoritaire. Si OK. tes Faut que collègues ça de soit travail, naturel un peu, ouais, c'est ça, faut que ça vienne de façon naturelle, ouais, mais ce même si ça fonctionne pas, c'est un apprentissage. ouais. Ça montre je vais dire à la hiérarchie que tu es intéressé à faire ce poste-là. Ça te permet d'avoir une expérience sans avoir le rôle, pour savoir si tu aimes ça. Complètement, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, on le voit souvent dans les projets, je pense que tu dois le voir dans tes équipes aussi, il y a toujours des fois des leaders un peu naturels Ouais. qui émanent et qui prennent un peu le lead. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont bons dedans, mais qui osent pas forcément. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté de vraiment cool comme conseil, c'est de prendre un peu des fois, de se mettre, s'avancer un peu du moins sur le devant de la scène et un peu prendre sur ses équipes. Donc très cool. Une dernière question sur cette partie-là, ou deux dernières. Est-ce que justement, parce que comme tu l'as dit, peut-être, tu faisais du code, peut-être tu en as fait longtemps. Tu t'es dit un jour, je vais essayer, donc tu l'as un peu essayé au fur et à mesure dans tes projets. Est-ce qu'il y a des choses que ton MBA, est-ce que ton MBA t'a servi? Est-ce que ça t'a été utile ou tout ce que tu as appris, je veux dire, c'était un peu sur le terrain actuellement C'est ou... c'est je suis ingénieur, donc les cours de finance, c'était facile. Mais pour les autres experts qui étaient dans ma cohorte, c'était très difficile. Mais bon, pour moi, Excel, c'est pas compliqué. Heu, Chaque cours un à un, tu dis: «Ah, c'est simple. Ah, c'est des trucs simples». Ouais, Mais mis bout à bout, avec la cohorte qui vient de tous les milieux, j'avais beaucoup de gens de la santé, de ouais, finance, j'avais un chef d'orchestre. Heu, Ce bagage-là de connaissances, ça t'ouvre des portes. C'est tu penses autrement. J J'étais peut-être un peu, présomptueux avant d'y aller. Je me disais: «Changer, c'est facile». J'ai eu 4 cours sur le changement. Je me dis: «Mais c'est inutile». Mais pourtant non, changer, c'est innover. Et c'est dur. Exemple, ouais, en jeu vidéo, un changement, ça prend environ 6 mois. On ouais, est assez efficace. Dans un milieu syndiqué, ça peut prendre 10 ans. ouais. Donc, je prenais pour acquis certains trucs que maintenant Ouais, je pense que ça t'a quand même permis de prendre un peu de recul là-dessus, donc ça t'a servi. Donc ouais, très cool. Dernière question là-dessus. Est-ce que tu fais moins de code quand même? On va pas se mentir, donc t'es plus sur un... Est-ce que le code te manque? heu, avant d'être d'être chez Gearbox, je codais tous les jours. Ouais, J'avais eu des exemples de directeurs techniques ou CTO d'entreprises que tu voyais qui étaient dépassés, c'était des vieux dinosaures. ouais, Moi, je me disais: «Moi, je vais toujours coder pour me garder à jour». ouais. Heu, mais tu deviens souvent un working manager. Les gens ils disent: «Ah non, mais si je le fais pas, il va le rattraper». Je suis comme: C'est pas une bonne approche à faire». Donc je me mettais souvent dans des petits side projects juste pour me garder alerte. Chez Gearbox, j'ai monté, 3 core teams, 4 core teams, on est Ok, 6. Clairement que j'ai peu de temps pour programmer. Je sync le code, je sync le data, je le fais encore de temps en temps. Il y a un des projets que j'ai parti que j'étais le premier programmeur sur le projet. ok. Il y avait déjà une équipe de contenu. Donc à cette période-là, je codais quand même beaucoup plus que maintenant. Est-ce que ça me manque? Oui. Est-ce que je vais pas dire que ça me manque. Qu'est-ce qui me dérange, c'est le fait de devenir de plus en plus obsolète. Ok. Puis je sais que c'est pas volontaire, mais exemple, C++ 20,
c'est plate, j'ai jamais codé avec des modules, j'ai jamais Ouais. codé avec des concepts. Heu, c'est ça. OK, c'est le côté où ça faut ouais, c'est un peu plus compliqué de rester au goût du jour et de suivre un peu la Ouais, cycle techno, donc je comprends. OK, bah, écoute, très cool. Vraiment cool sur ton parcours. Je te propose qu'on passe sur le deuxième axe. ouais, Si pas de pour toi, problème. ça te va, moi ça me va très bien aussi. Donc on va parler un peu plus de pipeline, outils et KPI. KPI pour faire un peu d'anglicisme, c'est important, mais de métrique, si on veut en français. Justement, c'est comment structurer la tech pour servir un peu la création sans l'étouffer. Je trouve que c'est important comme terme aussi, parce que j'ai vu des projets ou dans entreprises euh, où les pipelines ou les outils peuvent vraiment tuer un projet, c'est la lourdeur des processus. Euh, pour commencer, je pense quelque chose d'assez simple. Quand toi tu démarres un projet par exemple, par où est-ce que tu commences? Pipeline, outils, équipe, c'est quoi un peu ta vision de quand tu démarres un projet? Bah, premièrement, je veux savoir c'est quoi le mandat du projet. Donc, il va y avoir une gra souvent, les 3 premiers arrivés sur un projet, c'est le directeur créatif, le directeur technique, puis le producteur. Donc, vraiment bien comprendre le mandat, les contraintes, financières et de temps. Ensuite, si c'est un petit budget, ben, on va prendre des décisions pour que ça fitte dans le temps et dans le budget. Si c'est non, c'est produire le jeu de l'année, il y a quand même des différences, dans les approches qu'on va prendre. Ouais, Hem, souvent souvent dans les grosses entreprises, il y a déjà plusieurs projets qui roulent. On essaie de maximiser l'utilisation des autres pipelines et des autres outils parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont venir des autres projets. Donc, je veux dire le ramp up et la transition ou j'ai juste des termes anglais, le no stress. onboarding, On des traduira si jamais au podcast. les gens qui arrivent sur le projet, tu veux que ça soit le plus facile possible parce Ouais, que bien sûr. faire des jeux vidéo, c'est surtout des humains. Oui, il y a de la tech, mais c'est souvent des problèmes humains. Donc, bâtir les équipes, en conséquence. Je refais un peu du pouce là-dessus. On l'oublie beaucoup. Tu sais, on parle beaucoup de création, on parle d'outils, on parle de démos, de prototypes vite. Et on oublie que ça reste encore une fois des humains passionnés, souvent. C'est mieux d'ailleurs, qui restent derrière et c'est juste des équipes, encore une fois, à gérer. Donc, mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent. C'est vrai que là, on va plus parler d'outils aussi, de pipeline, mais ne pas oublier le facteur humain qui reste Beh, vraiment important. donc comme moi j'ai dit, mettons si on parle plus technique, nous on Ouais, est une boîte Unreal. ouais, Heu, Gearbox, ça fait depuis, sa création que ça utilise Unreal, pas vrai. Depuis plus de 20 ans, on utilise Unreal. On a commencé avec Unreal 2. Là, on est sur un bout. Unreal 5. Heu, clairement que quand on commence un nouveau projet, on va prendre les outils Bien qu'on sûr. a déjà et on va quand même faire des post-mortem sur les autres projets pour savoir qu'est-ce qui a mal fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui devrait être streamliné parce qu'on peut toujours faire mieux. C'est vrai. L'amélioration continue, j'y crois vraiment. Tu parlais le mix entre contrainte versus créativité. Ouais, C'est un combat tout le temps. Hem, surtout les programmeurs on aime ça que ce soit très carré. ouais. Il y a souvent des clashs avec les créatifs. Moi, ma philosophie, c'est, je dis jamais non, mais donne-moi les priorités, puis tu vas être obligé de couper, là. Ouais, faut mettre devant le fait accompli et voir un peu, Tu sais, mettre tout sur le papier. exact, il va y avoir une Bien discussion. sûr. Hem, donc oui, ça Je comprends, ouais. Make sense. Tu peux pas dire oui à tout, tu peux pas dire non à tout non plus. Ça reste comme tu dis, il faut juste prioriser et tout mettre à plat sur le papier. Je suis complètement d'accord. Pour continuer un peu sur le même thème, c'est sur les outils, les pipelines, c'est quoi selon toi les outils incontournables? C'est fort comme mot, c'est incontournable, mais les outils vraiment incontournables, importants du moins pour une production, on parle un peu plus triple A, tu sais, mais même plus jeune d'ailleurs, c'est plus et je vais double y A aller ou indie, tu sais. je vais y aller vraiment basic, puis tout le monde oublie ou prend pas pour acquis, mais Ouais, un source control, ouais, contrôle de source. Nous, on est Perforce parce qu'on a des gros, des gros, bien sûr. assets, des du data, des données. On va rester A7, restons sur A7. Je sais que les indies sont surtout plus Ouais, sur GitHub, ouais, sur Git en général. Les programmeurs adorent Git, mais ça évolue, ça supporte pas très bien les gros fichiers. Ensuite, évidemment, on fait des jeux, un engin de jeu, réinventer, genre reconstruire la roue depuis le départ. C'est bien dans un projet étudiant. je comprends. Euh,
Puis ensuite, encore une fois, Unreal sont environ 300 ingénieurs qui travaillent pour améliorer leur tech. Il y a Unity, ils n'ont pas, ils ont pas vraiment bien percé sur le triple A. Donc nous, Unreal, en gros, il y a des trucs que Unreal ne fait pas encore bien. OK. Parce que souvent, c'est ça qui se passe, c'est on fait un truc, c'est comme ah non, mais ça marche pas. On les réécrit, puis quelques versions plus tard, ah, ils l'ont fait. Là, nous, il faut Du coup, on réévaluer. repart. OK. Puis souvent, il y a du. Le code qu'on développe, on se l'approprie. C'est Ouais. comme notre bébé. Fait que des fois, il faut dire non, non. C'est comme c'est meilleur qu'est-ce qu'ils ont fait. Je Fait que comprends. là, il faut dire non, on va passer la chainsaw puis dire non, c'est plate. Ça, faut partir par là. Ouais, je Ouais. comprends. C'est sûr que, comme tu dis, c'est ton bébé aussi. Mais d'ailleurs, en parlant de, justement de. Voilà, je comprends que toi, t'es un pro Unity, Unreal, excuse-moi. T'as dit, il y a des choses que Unreal fait un peu moins bien. Est-ce que Unity, c'est quoi un peu ton point de vue sur les deux Parce que je sais que, comme tu as dit, les indies utilisent un peu plus Unity. Ben, Unity est Euh, très très bon pour faire du prototypage. ouais, C'est c'est plus user-friendly ouais. que Unreal. Unreal arrive avec une complexité, Plus mais lourd, ouais, déjà. plus lourde. Par contre, si tu veux faire des supports console, que tu veux pousser le graphisme, heu, Unreal était à des C'est années-lumière sûr. de Ah ouais, c'est pas comparable, hein. On est d'accord. c'est ça. Mais Ouais. bon, je pense quand même qu'il y a des exceptions. Il y en a qui ont Ouais. travaillé fort. Heu, Ouais, les deux points de vue se valent et comme tu as dit, je pense que ça dépend ce que tu veux faire avec. c'est C'est comme tout, c'est une question de priorisation et de ce que tu veux faire avec. Donc, exact. Si tu veux faire un petit Candy Crush, oui, sur toutes les plateformes mobiles. 100%. Mmh. On est d'accord. En parlant d'outils, justement, parce que je sais que vous en développez en interne, si je ne me trompe pas, certains. Ouais. Justement, comment tu te décides là, c'est pour les indies, c'est un peu plus petit peut-être, mais c'est pour les studios quand même de bonne taille et qui se montent. Je sais que c'est des questions qui reviennent souvent. C'est comment tu décides de développer, enfin, comment et quand tu décides de développer un outil interne plutôt que de l'acheter un existant. C'est quoi un peu ta Bah, réflexion là-dessus? premièrement, faut regarder. Moi, j'aime pas réinventer la roue, là. Ouais, Ça fait on est, partie de mes. j'aime beaucoup ça. Puis pas inventer l'eau chaude aussi, j'aime beaucoup cette expression. Ouais. Je la connaissais pas, celle-là. J'utilise beaucoup celle-ci. Ouais, Euh, Puis, donc, on regarde qu'est-ce qu'il y a sur le marché au niveau ouais, commercial en premier. On fait souvent des essais, il y a des démos, on les essaie, on voit les limitations. Souvent, ça n'existe pas. Donc là, le choix est ouais, simple. Et comment je priorise, c'est souvent avec les besoins des projets, des productions. Je suis j'aime pas développer je travaille dans une compagnie de jeux vidéo, je veux pas développer de la tech pour développer de la tech, on va pas la vendre, c'est pour les besoins ouais. internes. On est chanceux, nos clients, on les côtoie tous les jours. Donc on essayer de briser les frontières, essayer de pas être dans une tour d'ivoire. Ouais. J'ai trop vu d'exemples que: «Ah OK, on développe un truc pendant 2 ans», puis quand on le propose aux content creators, aux artistes qui vont l'utiliser, ils disent: «Non, mais c'est bon rien, ça marche pas». Puis pourtant, techniquement, ça répond toutes les spécifications des programmeurs. C'est comme c'est Ouais. rapide, c'est efficace, c'est automatique. Là, tu l'artiste qui dit: «Non, mais moi, je veux avoir le contrôle là et là et là», mais j'ai à peu près 1000 exemples que je pourrais nommer, là. D'outils, ouais. Bah, écoute, je serais vraiment curieux d'en savoir plus, hein, mais est-ce que, question sur les outils, j'imagine que est-ce que vous les réutilisez? Est-ce que tu as déjà fait des outils? Je pense que j'ai ma réponse un peu, ça, mais est-ce que certains sont réutilisés ou une fois qu'ils sont obsolètes ou ça répond à un besoin à un moment donné X ou. Mes premiers 7 ans après mon bac, c'était chez Softimage, qui est un logiciel 3D, que chaque ligne de code, en général, on pouvait estimer qu'elle allait être là pendant 15 à 20 ans. Ok, Donc, beaucoup de code review, beaucoup de développement logiciel, d'ingénierie logicielle. J'arrive dans le jeu vidéo, que tu finis le jeu vidéo, tout est à scraper, on recommence après. Moi, je suis en état de choc. Je comprends pas. Des hacks partout, genre, les best practices que moi j'avais appris, ça existait pas. Faire des revues de code, ça existait pas. Mais plus ça avance, plus, le jeu vidéo évolue, plus ça coûte cher développer du jeu vidéo, plus c'est long faire un jeu vidéo, plus il y a la réutilisation. Puis on se le cachera pas, depuis 2 ans, heu, les prix les coûts des projets ont ouais. explosé.
bien sûr. Donc il y a vraiment une ère d'optimisation et le partage de code, c'est c'est clairement un avantage pour genre être plus, efficace et chez Gearbox, c'est une des rares compagnies je je vais te non, je donnerai pas d'autres compagnies parce que ça serait peu. Non, non, gardons les noms discrets. Regarde. Il y a des compagnies que chaque projet, c'est comme sa propre compagnie, même s'il y Ouais, a plusieurs ils projets. sont en silo et Ils ouais, sont en ouais, silo, ils se ouais, parlent bien sûr. pas, de moins en moins parce que, comme je te dis, l'efficacité. D'autres compagnies, c'était l'inverse. Il y avait une tech pour tous les projets, tech relativement, possiblement mal adaptée, plutôt convient moyennement à tous les projets. Gearbox, c'était une compagnie, un studio, un projet. Sous Embracer, maintenant, ça a été rendu 7 projets, OK. 3 studios. Ouais. Mais on a quand même gardé une culture très indie, même si même si on est rendu, plus de 600 personnes. Donc je pense que la clé, c'est de se parler. Puis Ouais. tu sais, notre système de rémunération est basé sur: est-ce que la compagnie fait de l'argent? Donc si un projet a besoin d'aide, on va aller il y a des personnes qui sont sur tel projet vont aller aider l'autre projet. Tous les leads programmeurs se parlent chaque semaine. OK. Si c'est bon pour tel projet, on va l'exposer aux autres. Donc je veux dire, c'est très organique, mais il y a beaucoup de partage de connaissances, beaucoup de partage de tech. OK, ouais, donc un peu dans cette, apprentissage continu aussi, Ouais, même en d'entreprise, j'ai envie de dire, c'est plus que bien, mais on apprend tous et comme tu le dis, il y a encore des boîtes qui travaillent en silo, j'en vois encore quelques-unes dernièrement, mais des grosses entreprises, on citera personne, mais de moins en moins. C'est vrai que les gens commencent à parler de plus en plus, même si il y a ces silos qui se forment, c'est vrai qu'ils sont un peu plus fragmentés maintenant, puis on parle un peu plus et je pense que tu l'as dit aussi, les coûts de production d'un jeu vidéo deviennent chers. C'est plus les années passent et plus on le voit, des coûts ouais, phénoménaux pour certains gros jeux. Borderlands 4 a dû forcément faire partie aussi, c'est des gros coûts, donc j'imagine que tout doit être réutilisé et ne ramassons pas l'eau chaude ouais. ou la roue. Justement, pour terminer un petit peu sur cet aspect-là, est-ce que tu as un cas concret, toi, ou un outil que tu as peut-être développé, ou c'est un choix technique ou un outil technique développé ou acheté, vous a permis vraiment de changer la donne sur un projet, en bon ou mauvais sens? Il y a fort longtemps, Shadow of Tomb Raider, Ouais, j'avais on bâtissait l'équipe. On avait plusieurs audio designers qui ne voulaient que travailler avec, Wise, ok, qui est un engin, d'audio. Heu, on l'a intégré. Pour les audio designers étaient heureux. Ils ont pu faire ils ont pu être plus créatifs, être plus efficaces. C'était la chose à faire. On avait un engin propriétaire, ok. avant. C'était la chose à faire. Est-ce qu'on s'est fait challenger, je veux dire par l'upper management? C'est: «Ouais, mais ça fon il était capable on était capable de faire de l'audio avant, pourquoi changer?» Mais quand tu dis que, ben, on l'a fait en 2 fois moins de temps. Je Des comprends. exemples qui ont possiblement mal tourné, on a on a développé un outil narratif, sur un jeu qui est déjà disponible, heu, fait en silo, sur le projet. Ouais, Heu, Super technologie, très optimisé pour ce projet-là. Le projet se finit, on essaie d'intégrer ça sur un autre projet, mais c'était partiellement, le projet a été ralenti, le projet fort l'utilisait pas, voulait pas hmm, l'utiliser. Donc il y avait vraiment eu vu que c'était en silo, une adoption qui s'est pas fait, heu et la technologie est devenue désuète, parce que s'il y avait une partie qui c'était ok. web puis ça supportait plus les versions des derniers browsers. Il y a plus personne qui voulait toucher à ce code-là. Là, on a décidé: «OK, ben, on va aller avec une technologie commerciale». Super. On était possiblement les seuls vrais joueurs à les vraies, boîtes de jeux qui l'utilisaient. Ok, Ils ont décidé d'arrêter le développement ok. ou de dire: «Ah non, mais si vous voulez continuer, ben, il faut payer très, très cher le développement». Je comprends. Tu sais, ça je sais pas, ça passait de c'était multiplié par 10 là. Ok, ouais, ça, hors Fait que là, norme, ouais, hors norme, on a dit: «Non, ben, on va redévelopper la tech à ouais, l'interne». make sense, je comprends. Puis, c'est plate. Tu sais, on avait quand même des bonnes bases, mais on a redéveloppé là, présentement, on est en train de redévelopper l'outil à l'interne, Ok, heu et on a retenu la leçon, c'est on a inclus beaucoup on avait le problème inverse, en fait, on a inclus tous les parties prenantes, les stakeholders
il y avait, je sais pas, 60 personnes, puis OK. tout le monde voulait avoir un peu de tout au début. C'était impossible à prioriser. Je suis comme, OK, on va cibler ça. OK. Puis là, on est allé étape par étape. Puis maintenant, je pense on a ouvert à plus de monde. Clairement, quand tu fais des changements, il y a des craintes. Donc, il faut bâtir avec des ambassadeurs qui vont motiver le changement. Bien sûr. Euh, je veux dire, so far, so good. Écoute, continuons Là, comme ils rentrent, on commence à avoir des utilisateurs qui l'utilisent. OK. Donc, Écoute, ouais, 100%. Ce que je retiens, c'est souvent, c'est le comme tu l'as dit et tu l'as dit à 1 ou 2 reprises, c'est que travailler en silo, c'est les gens, il faut qu'ils adoptent le plus vite possible. Il faut qu'ils soient au moins mis au courant qu'il y a un projet qui avance pour commencer. je parlais de mes philosophies, mais fail fast, échouer rapidement. Ouais, d'accord. Donc, le prototypage. euh, Ouais, Puis, ça veut pas dire que tu es obligé que ça soit. C'est préférable que ça soit dans le jeu, mais moi, j'ai vu des développements de jeux on a prototypé avec un board game. OK. On avait un board game, puis là, on déplaçait les bonhommes, puis Prototypage, ça porte son nom. prototypage. Ça porte son nom, il porte très bien son nom. Ça. Écoute, génial. Pour tourner un peu plus sur la partie metrics, tu sais, genre de la pipeline, quels indicateurs ou metrics, toi, tu regardes pour évaluer la performance de la pipeline? C'est large comme question, ça. C'est très, très large, mais Ouais. je vais dire, une des valeurs de Gearbox, c'est happiness, c'est le bonheur. Puis, moi, je l'applique. Est-ce que mes programmeurs sont heureux? OK. Est-ce que les créateurs de contenu sont heureux? Est-ce Ouais. qu'ils aiment utiliser les. C'est con, c'est la base, Ah, t'as mais raison. c'est la meilleure métrique que je peux pas avoir. Souvent, OK, maintenant, avec le mode hybride, c'est un peu plus difficile. Il y a moins de monde au Tu bureau peux moins ouais, jauger en live. parce que ça apporte quand même une barrière, un Ah ouais, délai. bien sûr. Mais avant, je l'appelais ça walk the floor. Je me promenais, puis juste écrire un bug ou genre ouvrir une communication, un channel pour parler, il y aurait, des fois, les gens osent pas. Donc, euh, je passais en arrière d'eux, puis je les entendais sacrer. Je suis comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Ben là, l'éditeur vient de cracher. Ah, OK. Puis là, nous, on a beaucoup de métriques quand ça crache, Ouais, ou quand tu rentres, tu peux rentrer des bugs rapidement. Mais ça remplacera pas la communication directe. je comprends. Des fois, tu dis, ah, ben ça arrive juste une fois par jour, c'est correct, mais si la personne perd 1 heure parce qu'elle a tout perdu son travail, Ça commence à faire beaucoup, ouais. c'est ça. Je comprends 100%. Comment, je sais pas si c'est un secret ou c'est un interne ou c'est signé sous NDA, mais comment tu juges le happiness un peu de tes équipes? C'est quoi un peu, comment tu suis ça un peu? Tu as dit un peu de work the floor, donc tu les vois en temps réel, mais est-ce que tu as des outils que tu as peut-être mis en place pour Ouais, suivre un peu ou des choses? j'y vais, c'est sûr que j'y vais beaucoup plus ad hoc. Ouais, J'aime peut-être faire des contextes informels parce que je pense que les gens souffrent plus dans ce cas-là. Mais dans l'entreprise, il y a clairement des périodes qu'on fait des sondages. ouais. J'aime bien aussi faire, j'appelle ça faire des post-mortem après un important milestone, livrable. Je pose les questions sont simples, c'est: «Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a mal été? Qu'est-ce qu'on peut améliorer?» Puis, c'est fou qu'on peut découvrir des Les gens choses. parlent. 100%. OK, donc assez classique là-dessus, mais ça fonctionne toujours. C'est sûr que Ouais, on n'a pas c'est besoin de efficace. réinventer la roue. Ouais, ne réinventons pas l'eau chaude, ouais. Comment tu arbitres, tu sais, quand ça c'est une question qui me revient souvent des fois, quand tu as la data et l'intuition de l'équipe. Tu sais, souvent j'ai parlé avec un autre studio il y a pas très longtemps et quand tu as la data qui te dit quelque chose et tu as l'équipe qui te dit autre chose, tu as l'intuition, ils vont pas dans le même sens. Comment toi tu arbitres? Comment fonctionne un peu cette décision en interne? Premièrement, je revalide qu'on a les bonnes métriques, Ouais, qu'on a le bon data, parce que je me rappelle juste d'un avion que tout ce qui est tombé, genre, c'est tous ceux qui ont tiré les moteurs. Mais pour là, non, c'est ceux qui arrivent, les avions qui atterrissent, ouais. tu vois, ils sont tous tirés, genre, partout sauf sur les moteurs. Oui, Puis là, tu dis: «Ah ben, les moteurs, c'est pas important». C'est comme: «Non, c'est l'inverse». c'est parce qu'ils rentrent, ouais, c'est avec l'avion sur la Seconde Guerre mondiale, là, C'est ça, j'ai plus le exact. nom. Et c'est parce que lui, il rentre, en fait, du coup, on peut suivre, mais là où il n'y a pas les traces, c'est que ces avions-là ne rentrent pas. Donc, Exact, ouais, c'est je les vois très trucs bien. On critiques. mettra l'image dans le podcast. J'incrusterai en la vidéo, mais ouais, ouais, ok, je comprends. Mais en gros, j'ai perdu mon fil de pensée. Mais donc, Ouais, si le data oui, donc vérifier le data parce que tu peux faire dire n'importe quoi au data, ouais, hein, 100%. il y a beaucoup de biais, donc essayer d'être le moins biaisé possible et
évidemment, je veux dire challenger, genre les experts. Puis si ça fonctionne pas, si l'intuition est je vais dire bornée, mais c'est peut-être pas le bon terme, C'est ce que tu veux dire. ben, je vais peut-être demander l'avis de d'autres experts sur d'autres projets, parce que je te l'ai dit au début de l'entrevue, je suis plus l'expert, je me fie à mes experts. Moi aussi, j'ai des intuitions. Moi aussi, Bien sûr. j'en ai fait des projets. Donc souvent, ça arrive que je mette mon pied à terre. C'est comme, OK, non, on va. Mais souvent, je veux dire, pour les programmeurs, ils challengent rarement le data. Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. Généralement, ça va de pair. Mais par contre, pour d'autres domaines, c'est clairement pas c'est pas aussi objectif que. Ouais, je pense qu'on parle plus de création dans ce Ouais, c'est cas-là ça. ou des choses comme ça. C'est sûr que c'est plus compliqué de te baser sur de la data. Exact. Disent que le bleu poudre ou le bleu foncé est plus apaisant pour les yeux. C'est plus subjectif. Ouais, on est d'accord. Je préfère rester sur la data. Restons sur le binaire 1-0, ça Ouais. fonctionne bien. Écoute, pour faire, c'est super intéressant, c'est pour finir un peu sur ce côté pipeline. euh, Peut-être deux questions en fait, ouais, rapidement. Une erreur que tu vois peut-être que tu vois toi souvent dans la création dans la conception des pipelines? Ben, je pense que Si- j'ai déjà parlé, c'est de Ouais, ne pas impliquer ceux qui vont ouais, l'utiliser. ok, Ça, c'est l'erreur majeure. Ben, tu étais au sommet de l'innovation. ouais. Sur le premier panel, il y avait la forge. Ah non. Oups! Il y avait, Il y avait, il y avait il y des avait un panels, il groupe y avait, il y avait des personnes, il y avait du monde qui parlait. et, et ils faisaient de la tech pour développer de la tech. Ouais, Je pense que pour la recherche et le développement, c'est très, très bien. Mais je suis d'accord. même lui, cette personne-là le dit. C'est arrivé que genre ceux qui allaient l'utiliser, ils ne s'attendaient pas à ça. Ouais, Puis même si c'est la meilleure révolution, si tu n'as pas les gens t'as pas d'ambassadeur pour faire le changement, ouais. c'est- Tu prêches un convaincu, tu sais. Avec Lovelace, je crois que ça fait 4 ans maintenant. Dès les premières semaines, on est parti parler des clients. On n'avait rien. On avait juste un deck de papier et depuis, ça fait 3 ans. À chaque fois qu'on fait quelque chose, une mise à jour, une feature, ce qui arrive, le client final, celui qui va l'utiliser, est impliqué et au courant. C'est lui qui drive un peu aussi notre go-to. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec ce côté de parlons aux gens, puis mettons-leur dans les mains le plus plutôt que rapidement tard. ça. Ouais, plutôt 100%. Et tu as déjà un petit peu répondu aussi, mais juste pour reprendre un petit peu, la métrique selon toi la plus utile peut-être, tu sais, genre sur le suivi des pipelines, sur le suivi des équipes aussi, et celle que tu peut-être qu'on surestime un peu trop. Est-ce qu'il y a peut-être deux métriques que toi tu vois qui ressortent un petit peu ou elles sont toutes au même niveau? Ouais, les programmeurs, ça adore ça, les métriques. Ouais, Évidemment, le temps d'itération, ouais, ça, je veux dire, c'est important de le suivre, c'est important de bien comprendre le pourquoi ou comment les gens travaillent. Donc, au niveau pipeline, je pense que ouais, c'est bien. Évidemment, j'ai parlé aussi de la métrique du bonheur. ouais, Euh, euh, mais des fois, encore une fois, le data peut être interprété de plusieurs façons. Faut bien le comprendre. Et j'ai encore perdu ce que je c'est voulais OK. dire. Ne serait-ce ça Désolé. m'arrive ouais, ça m'arrive Euh, toujours. Je suis constamment en train de penser à 3 choses. ouais. C'était les métriques, donc la data, comment C'est elle vient? ça, j'allais dire, programmeur, on adore ça, rajouter des métriques, mais il faut quelqu'un pour les analyser. Ouais, C'est surtout ça l'erreur que j'ai vue dans le OK. jeu. C'est comme, ah oui, on a v 200 métriques pour analyser comment le joueur interagit dans le jeu, où est-ce qu'il se déplace, comment on fait des heat maps et les designers, ils sont comme: «Non, on n'a pas besoin». Ils ont pas le temps de le faire. Ouais. C'est surtout, ils ont pas le temps de le faire. Je suis comme: «Ah OK, ben». Ouais, c'est un très bon point que tu soulèves. Il y a beaucoup de data partout, surtout aujourd'hui en 2025, t'en génères dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il faut des gens pour les analyser et les comprendre aussi, mine de rien, parce que je suis le premier à recevoir des fois des fichiers. Je l'envoie à quelqu'un d'autre, tu sais, je suis pas le meilleur, je crois, je suis pas plus pertinent, mais très bon point. C'est genre vraiment être sûr que la personne qui l'analyse aussi a un bon point de vue aussi. Ouais. Ouais. Très cool, bah écoute, parfait, je suis vraiment cool sur cette partie-là. Peut-être passer un peu sur la partie leadership, innovation et gestion d'équipe. Euh, c'est un sujet que j'ai hâte d'aborder avec toi. C'est le but de l'angle de celui-là, ça va être de comment on dirige, on motive, on inspire des équipes techniques au quotidien, tout en gardant cet aspect innovation, créatif aussi. Euh, donc justement, pour commencer, il y en a une première, je la pose souvent d'ailleurs, c'est d'où viennent les idées d'innovation ou les idées en général dans tes équipes? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient des équipes? Ça vient de partout. C'est Ouais, vraiment puis comme je le disais, auparavant,
les experts, c'est souvent eux qui ont premièrement, c'est les experts ont beaucoup d'expérience, puis, souvent les bonnes pratiques ou les améliorations possibles viennent d'eux. Souvent, ils n'ont pas de temps. Donc, Ouais, c'est Google à une certaine période qui donnait une journée par semaine ouais, pour faire des projets personnels. Ça me semble un peu intense, mais tu sais, je le vois vraiment que, encore une fois, culture très indie, très. On essaie de laisser les employés être des professionnels, être maîtres un peu de leurs priorités. Puis si on. Tu sais, il y a plusieurs volets de l'innovation. Il y a ouais, tout à fait. l'innovation de productivité. Ouais, Ça passe relativement très, très bien, genre pour le upper management. C'est ah, ben, on va gagner 30% en faisant ça de cette façon-là. C'est comme, ah, personne qui est contre la vertu. T'as l'innovation en gameplay. Ça passe surtout, je veux dire, par la création de ouais, contenu. Euh, s- Tout dépendant à quelle phase on est dans la période où ce qu'on ouais, est. dans le développement ou ça dépend de la phase, ouais. Exact. Donc, nous, la conceptualisation, c'est la période pour qu'on puisse s'amuser et innover. Ouais. Euh, et le troisième truc, c'est vraiment plus au niveau je vais dire, du visuel. OK. Euh, mais avec les. C'est vraiment beaucoup plus difficile d'innover maintenant. Ça fait plusieurs années qu'on vise le réalisme. Ouais, on a déjà atteint un bon niveau, ouais. Que on voit des personnages animés. On commence à avoir de la difficulté à savoir si c'est un humain ou pas. Ouais. Euh, Certains jeux dernièrement, ouais, le niveau de réalisme est fou quand même. Ouais, mais encore une fois, l'innovation, c'est changer. Je pense que c'est vraiment apprendre à être capable de faciliter le changement. Euh, c'est surtout ça la base. Je sais que c'est comme de base où les gens prennent pour acquis, mais euh, plus on est habitué dans nos pantoufles, ouais, ben, moins on a le goût de changer et de dire ah non, mais c'est comme ça qu'on faisait ça depuis les 3 derniers jeux. ouais. Ça marche bien, on sait comment ça marche. Ben, je pense qu'il faut choisir nos combats, mais il y a des trucs, c'est bon de se remettre en question. Ouais, je peux faire que du pouce là-dessus. Tu sais, je le vois souvent encore, et même là en 2025, tu sais, je sais dire, ça fonctionnait il y a 20 ans. Tu sais, j'ai encore des studios il n'y a pas longtemps, tu sais, pour la sortie d'un jeu. Tu sais, c'est compliqué aujourd'hui de sortir en sous-marin. C'est comme je l'appelle, tu fais pas de bruit, tu fais pas de communication, puis tu espères qu'à la sortie du jeu, t'exploses. Et, euh, et j'ai parlé avec des personnes, puis on me dit, ouais, mais on l'a fait comme ça il y a 15 ans, il y a 10 ans, ça fonctionnait comme ça. En 2025, c'est les choses se réinventent, les manières de consommation évoluent aussi. Je fais que du coup, c'est sur l'innovation aussi, tu l'as dit, et ça passe. Quand on parle d'innovation, les gens ont souvent tendance à penser à technologie, c'est tech ou IA ou autre. Les innovations passent partout. C'est Ouais, même les processus, les procédés au quotidien, genre par du management aussi, des fonctionnements internes, des processus internes souvent. Donc c'est important de le rappeler, je pense, et de rappeler un peu les bases de l'innovation aussi. ouais, tout à fait. Au Québec, on est chanceux, on a des crédits d'impôt pour la Ouais, recherche et développement, les RSCDE. Dans ces crédits d'impôt-là, il y a une partie qui est recherche et développement, mais aussi, dans recherche, il y a aussi développement. ouais. Puis l'amélioration des processus, l'amélioration des techniques, ça passe surtout par des petits incréments et non des disruptive innovation. Euh, donc des innovations. Disruptive, ouais. Ouais. Le terme, on est d'accord. On a tendance à viser toujours la licorne, c'est qui va sortir ou le gros projet qui va arriver. Et on oublie tout ça, encore une fois, ces petits processus qui te changent, qui te gagnent du temps au quotidien, tous ces petits outils, des fois, juste de faire gagner du temps, même je me disais, procéder au quotidien. C'est genre, tout Ouais. simplement, même d'organisation en interne. Et ouais, ouais, l'innovation veut tout et rien dire des fois aussi. C'est faut faire attention avec ce terme. Ah, il y a beaucoup de buzzwords. On est d'accord, hein. Ouais, on est complètement d'accord. Tu l'as un peu dit aussi sur les équipes. Tu sais, tu leur laisses la place pour expérimenter et tester des choses. Ça dépend des moments. C'est ce que j'allais dire, ça dépend, ça dépend dans quelle phase on est ou pas. Si on arrive en lunch d'un jeu ou d'Open Borderland, par exemple. Justement, c'est mon point, tu sais. Parce que toi, tu as dit chez Google, ils ont une journée par semaine, c'est un peu extrême aussi, tu vas pas se Je mentir. sais pas si c'est encore le cas, Je crois que mais ils ont peut-être passé une par mois. OK. Peut-être c'était pas Google, mais peut-être Microsoft. Bref, je Ouais. sais qu'ils, Silicon Valley, ils aiment bien cette journée des fois par-ci par-là de laisser à la personne. Comment justement en interne
tu laisses un peu tes équipes expérimenter, tu sais? Genre, j'imagine qu'elles font un peu dans leur coin, ils ont aussi ils prennent le lead des fois. Mais est-ce que tu as des périodes pour toi aussi, tu sais? Comme Ben, tu as dit, un peu conceptualisation, mais on a quand même, j'ai une équipe de machine learning que ouais, eux, disons que leur niveau de risque, leur niveau d'échec est beaucoup plus élevé que s'il est sur un projet de jeu. C'est clair que ben, pour les non-initiés, il y a plusieurs périodes de développement. Donc, la conceptualisation. Ensuite, on fait la first playable, la vertical slice. Ceci, on appelle ça une pré-production. En général, on définit les pipelines, on définit les techniques qu'on va utiliser, on bâtit l'équipe centrale, pas centrale, mais je veux le dire core core, team, ouais. ouais. Et ensuite, dans cette période-là, c'est le temps d'essayer des nouvelles choses. Ça peut, on a des longs projets, donc ça peut varier de 6 mois à 1 an et demi, la OK, pré-production. quand même. Euh, Tout dépendant si c'est une nouvelle IP. Ouais, bien sûr. Si c'est une séquence, ça va être beaucoup plus court. Donc, je te dirais que le niveau de risque ou d'optimisation, genre, est plus élevé dans cette période-là. Quand on rentre en production, après ça, on rentre en production, on va aller vers l'alpha, la bêta, Ouais. le gold master. Clairement que à cette période-là, on sait qu'est-ce qu'on fait. On paralyse, on a plusieurs équipes qui font du contenu. Je vais dire de 3 à 6 équipes en OK. parallèle qui vont rouler. On finalise les trucs, on optimise. Dans cette période-là, il y a clairement beaucoup moins de place La pour, place. pour Pour le, l'expérimentation, ouais. l'expérimentation. On devrait savoir. Évidemment, on est du jeu vidéo. On est un petit peu chaotique. On est encore à l'étape d'adolescence, je dirais, Je pense qu'il faut le garder ce côté-là aussi. On a besoin d'un peu de chaos dans tout ça. Il faut laisser un peu de place au chaos, je pense. Si, c'est important, ça. comme des Ouais. fois, on fait beaucoup de playtests Ouais. à chaque avancement. Puis des fois, on dit, ah non, mais on n'a pas prévu ça. OK, on se laisse de la marge de manœuvre pour dire, comme on a maintenant un radar dans Borderlands, ben, Ouais. ça a été fait quelques semaines avant. Voilà. Ça, Donc, ok, ça c'est vraiment cool. Et tu sais, les anecdotes que j'ai comme ça sur plein de jeux, sur The Witcher, je peux te parler de tellement de jeux que des devs m'ont partagé interne. Mais ouais, je savais pas que le radar était venu juste quelques semaines avant la fin, quoi. ouais, Ouais, comme quoi les gens étaient un peu perdus. Donc, ouais. Playtests, on en parle jamais, on en parle toujours, mais on n'en parlera jamais assez. Faites des playtests, c'est ouais, super important. N'oubliez pas les playtests dès le début jusqu'à la fin. On les oublie un peu. ça va vraiment dans la philosophie d'échouer rapidement. Ouais, ouais, d'accord. Juste mettons-le dans les mains des utilisateurs et voyons comment ça avance. Je suis complètement d'accord. Très cool. Pour parler un peu plus tu sais, du leadership, un peu comment tu accompagnes toi tes équipes, parce que je sais que c'est quelque chose que tu aimes, parce que tu fais depuis un bon bout de temps maintenant, pratiquement 15 ans. Comment tu accompagnes un junior, tu sais, pour en faire un lead un peu à long terme, parce que tu dois le voir que certains évoluent, je pense que tu le juges maintenant, et tu le jauges aussi si celui qui a un peu plus d'appétence. Techniquement, maintenant, ça m'arrive peu souvent parce que j'ai des leads. Mais, J'imagine. mais tu sais, j'en ai mentionné un peu un junior qui a vraiment un intérêt pour la, la gestion. Ah, premièrement, je lui dirais, il y a vraiment du shadowing, dans le sens souvent, le junior va apprendre par mimétisme. Il va voir son lead. Il va souvent répéter. Si lui veut devenir genre lead, il va reproduire les bons coups de ses anciens superviseurs. Mais encore une fois, je pense que prendre son temps, de venir, prendre le temps d'essayer plusieurs choses, parce que être lead, tu as besoin d'avoir une connaissance large, moins approfondie, mais beaucoup Oui. large. Je me rappelle la première fois que j'ai été lead dans le jeu vidéo, puis qu'une animatrice me dit genre, mon coude, il fait tel truc, j'avais aucune idée de quoi qu'elle parlait. Euh, Puis là, je me dis, OK, ben, tu sais, si j'avais appris, genre, si j'avais pris un peu de temps Ouais. pour apprendre l'animation, l'engin d'animation, j'aurais pu mieux répondre à sa question. Finalement, les gens, ils le savent pas, mais ils ont souvent les réponses. Il y a juste besoin d'être Donc, aiguillé un peu souvent. exact, je lui ai dit, toi, tu ferais quoi dans cette situation-là? Puis là, elle a répondu. Voilà. Mais La solution est là. c'est ça. Mais Mais je veux dire, ça passe par du coaching, du mentorat, ouais. euh, prendre le temps d'essayer d'avoir plusieurs arcs à sa corde. Et puis, euh, on ne se le cachera pas, ben, gérer des gens, ça prend aussi une certaine maturité. Ça vient avec un bagage qui n'est pas juste technique
humain. Ça vient avec, tu sais, j'ai parlé de mon restaurant. Ouais, Ben, c'est une mini-entreprise. J'ai appris énormément. J'ai dû gérer du personnel. c'est sûr. Clairement pas le même type de monde. Mais euh, du personnel. du personnel. Et moi, je me suis toujours senti comme plus un coach que quelqu'un d'autoritaire. Je vais dans les tranchées, je monte par l'exemple. Euh, tu j'ai souvent pris les jobs de merde parce que je me disais, ah non, je peux pas donner ça à mes employés. Je comprends. Là, je dis employés, mais c'est vraiment plus les membres de mes équipes. C'est Ouais. vraiment. Je me sens pas comme sur un piédestal. Je fais juste Ouais. une job différente. Ouais, je comprends. Il y a différents types de leadership et je pense que celui qui est le plus apprécié aussi et qui fonctionne le plus, c'est. Bah, je crois que tu l'as dit pour faire une aparté sur ce que tu disais, c'est que ce qu'on demande sur un lead ou d'un quelqu'un un gestionnaire, c'est d'avoir réponse des fois là où ça bloque. Tu peux pas avoir réponse à tout, on est d'accord, mais c'est de l'accompagnement plus comme un coach. Tu sais, comme Ouais, tu l'as dit, des fois c'est juste. Et souvent les gens ont les réponses. Et ils sont plus experts que toi-même là-dedans. Mais ouais, il y a ce côté accompagnement et ça passe plus sur ce coaching un petit peu écoute. Et pour revenir encore une fois, ouais, il faut aimer ça aussi. Il faut vraiment ouais, aimer être avec des gens. Et il faut montrer. Tu sais, je l'ai vu, il y a tellement d'études encore une fois, mais il y a plein de choses. Mais le leadership, le faire et faire, c'est différent aussi. Mais montrer l'exemple en le faisant faire, ouais, c'est un autre type de leadership. Donc je comprends ton point de vue là-dessus. Je te rejoins un peu. mm, Mais très cool. J'espère que ça, c'est super intéressant, en tout cas un peu ton point de vue là-dessus. Euh, pour continuer un peu avec l'équipe, c'est quoi tes rituels un peu de communication? Parce qu'on n'en parle jamais assez, mais c'est toujours super important. Comment ouais. tu communiques avec tes équipes et Je qu'est-ce te que ça met dirais en quand ça place? va mal sur un projet, c'est parce que la communication est mauvaise. Ouais, Euh, je peux que être d'accord avec toi. euh, je, je répète souvent, nous, notre base de données de bugs, Ouais, c'est Jira. ok. Ben, je veux dire, dans les grandes boîtes, c'est assez standard. Ouais, Jira est un moyen de communication. Ce n'est pas le seul. Donc, allez discuter avec les gens, ouais, euh, allez vérifier, contre-vérifier. Et ayons pas peur je vais dire trop communiquer, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est de répéter. ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, Simplifier aussi. Et je veux dire, je préfère donner, genre, apprendre à les membres de mes équipes à pêcher que leur donner le poisson. Donc, je leur donne mon heuristique de décision. C'est comme, voici comment moi Comment tu réagis? je procéderais. Ou genre, tu sais, nous, c'est ça, on a des valeurs principales dans l'entreprise. Ben, ça aide à prendre les meilleures Ouais, décisions. bien sûr. Euh, c'est comme ça un peu que je le partage. Mais communiquer de façon différente, plusieurs moyens de médias, par écrit, à Ouais. l'oral, de façon informelle, de façon formelle. Ça passe vraiment par plusieurs canaux. Faut pas basculer non plus dans trop de communication. Ouais, J'essaie quand même de filtrer ceux qui ont besoin de l'information. Des fois, trop d'informations, c'est comme pas assez. ouais, Les gens ne la lisent plus, ils la ouais, ouais. comprennent plus. Trop de Euh, l'info tue l'info. Ça, c'est comme tout. C'est dans. je me rappelle qu'en général, le message important dans un email, ça doit être sur la première ligne. Ouais. Sinon, les gens ne lisent Il- plus. Je suis le Euh, premier à pas descendre sinon. Fait qu'en général, tu mets une belle image de chat, ça C'est attire ça, l'attention. ça accroche, c'est un classique ça. Ça fonctionne bien, ça c'est un grand classique. Ouais. Ou tu mets en rouge pétant. Il faut quelque chose qui accroche. Il faut accrocher l'œil sinon tu les perds tout de suite là. On reçoit tellement de mails aujourd'hui en plus. Exact. Et, Mais je vais dire, j'ai quand même l'impression qu'il y a un déclin du courriel. oui, je Nous suis d'accord. c'est pratiquement tout le temps sur du instant messaging Ouais, interne. ou des forums à l'interne, Ouais. Souvent, ouais, le mail est souvent devenu juste formels, très formel. Ouais, ouais. ou à l'extérieur de la Ouais, compagnie. et c'est ça. Juste le deal un peu extérieur, les relations externes, par exemple. Mais c'est vrai que de l'interne, le mail, c'est vraiment perdu. Quelques années, les gens parlaient vraiment par mail pour messagerie instantanée, mais maintenant, avec tous les outils, c'est les Slack, les Teams, c'est vrai Ouais. qu'on a plus de différents outils, c'est le mail se perd ouais, un peu. Donc, il faut accrocher attention. Tu sais. Mais très cool. Et justement, pour faire un peu écho et rester un peu sur ce côté communication, comment tu gères sur une période de crise, un peu dans une deadline critique, ou comment ça se passe un peu? Coup de fouet, j'ai envie de... Personnellement, quand c'est moi qui a 22 affaires à faire, j'aime bien mettre ça sur papier. Je suis old school. Euh, je mets qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire. Genre, ça aide à définir genre sur quoi travailler parce que tu peux être une poule pas de tête. Genre le nombre de fois que. Donc, vraiment donner une vision claire, c'est, genre, setter les priorités. Ça permet de dire qu'est-ce qui est important. Souvent, je vais dire, ah, cette milestone-là est importante, on a une démo à telle date.
On a des journalistes qui viennent. Voici qu'est-ce qui est important. C'est ça. Ou Ouais. Priorisation, quoi. Roadmap et priorisation, roadmap, mot d'ordre. priorisation. Ouais. Évidemment, j'écoute les équipes. S'il y a besoin de différentes expertises, différentes ressources, comme j'ai dit, chez Gearbox, on est très flexible. Donc, ça peut dire, OK, ben, on prend tel expert de tel projet. Ils vont aller aider le projet, le projet qui est en crise. Ouais. On essaie de bien planifier. On ne peut pas jamais tout Non, planifier. on fait au mieux. C'est ça. Donc, puis un plan, il est obsolète dès qu'on l'a appliqué, dès qu'on l'a mis en. Donc, faut encore une fois faire le suivi, être capable de bien de remettre en question, pour course correct, pour rediriger correctement les. Ouais. C'est l'amélioration continue. Je Ouais, pense que c'est le exact. terme, mais il faut juste toujours se remettre en question aussi. Euh, Parfait là-dessus. Et pour finir, j'aurais une dernière question. Peut-être une erreur de management que toi tu as pu faire et qui t'a fait peut-être beaucoup apprendre ou que. Je te dirais qu'à mes débuts, j'étais un working manager. Ouais. Euh, j'ai, J'étais dans une compagnie juste le building à côté qui cherchait des experts que nous on avait besoin, que nous on Ok. avait. Donc, plusieurs de mes employés qui sont partis. Une grosse remise en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont partis? Évidemment, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, Évidemment. ce qui n'est pas vrai. Mais je me suis remis beaucoup en question et j'avais un style de leadership très paternaliste. Ok. Je protégeais beaucoup mes employés et donc je les infantilisais peut-être un peu. Euh, je leur donnais peut-être tout cul dans le bec. Donc, Ouais. j'ai appris que tout dépendant de la personne, il faut vraiment, c'est situationnel, il faut savoir, il y a des personnes qui ont besoin d'être challengées, il y a des besoins qui ont besoin d'être laissés à eux autres mêmes. Ça dépend vraiment de la personne. Comme j'ai dit, chaque recette est pas la même C'est pour chaque différent, ouais. personne. Surtout quand tu gères des humains, chaque personne est différente. Ouais, ça, en toute franchise, je crois que c'est le plus challengeant dans un projet ou une équipe, et même moi je l'ai vu aussi, c'est gérer des équipes. En toute franchise, chacun est à sa manière de faire. Nous-mêmes, on a la nôtre, donc c'est déjà dur de prendre du recul là-dessus. Mais ouais, je te comprends tout à fait là-dessus. Écoute, très cool, merci pour ça. Je vois l'heure qui défile. On va passer on arrive sur le dernier point, timing parfait. L'avenir de la tech dans le jeu vidéo. Celui-là, je pense que c'est celui lequel je pourrais parler le plus longtemps aussi. Je vais essayer de faire court, j'ai plein de questions aussi, et j'imagine que toi aussi. Mais justement, le but sur cet angle, c'est de voir un peu ta vision sur les prochaines grandes transformations. Ça bouge vite, mine de rien, c'est tous les 6 mois, on voit déjà des nouvelles améliorations. Mais selon toi, déjà, quelles sont les innovations ou tendances que tu trouves vraiment prometteuses? Je trouve ça très drôle. Ben, j'ai une petite anecdote. J'ai- Tantôt, tu me parlais du MBA. Il y a un des cours, Ouais, c'était être visionnaire. Puis tout le cours était relié sur, on a un devoir, c'est où tu vois ton industrie dans 50 ans. ok. Là, je suis comme, attends, j'ai de la misère à prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Le 50, c'était un Ouais, exercice très, très, très intéressant. Moi, je pense que c'est mon rôle de faire de la veille technologique, puis d'estimer là où est-ce que ça s'en va. ouais, C'est 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 très difficile. Mais par contre, il y a quand même il y a des trucs, tu dis: «Oui, ça change très, très rapidement». Il y a des technologies qui avancent très, très 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 rapidement. ouais. Il y a des buzzwords que des fois tu dis: «Mais what the fuck?» OK, et je vais pas dire les Non, ouais. NFT, mais je le savais que ça allait s'échouer. Heu, donc il y a des trucs que les gens changent pas. Ouais, Qui prennent pour acquis. Ça marche. Heu, là, présentement, on est en train d'évaluer notre processus, comment attraper de l'information pour débugger. ok. Ça fait 20 ans que c'est pareil. C'est les mêmes Ouais, outils, c'est les mêmes. Là, on essaye possiblement de mettre de l'AI là-dedans pour ok. essayer de catégoriser les crashs qu'on a. Euh, donc, ça, c'est très, très court terme, mais Ouais, le, évidemment, tout le monde parle de l'AI. Je pense que je, je me garde à jour parce que c'est très, très tendance. ouais.
il y a beaucoup de buzz il y a beaucoup de buzz autour de ça, puis il y a beaucoup de pitfalls, de problèmes qui peuvent Ouais, arriver si on n'a pas les bonnes pratiques. ouais, Je vois plein de données, d'articles scientifiques qui disent que en général, un programmeur qui fait du code vibe, du vibe coding, va être 30% moins efficace qu'un programmeur qui a de l'expérience, qui le fait tout seul. Mais par contre, ce programmeur-là va penser qu'il est vraiment plus efficace. Donc, c'est très ouais, troublant. ouais, Euh, je suis, je pense que pour certains trucs très répétitifs, oui. très, Chronophage, ouais, très, ouais, je pense que l'AI oui, t'sais, faire des accessoires, faire oui, des, heu, je veux dire un tri, c'est simple, ça le fait, ça marche. Ou quelqu'un qui est pas nécessairement expert, puis qui veut essayer ou montrer, qui veut exposer sa communication, je pense que c'est intéressant. ouais, Je veux dire, tu un designer qui veut, qui veut expliquer que tel mouvement, ça va être tel ouais, truc. je comprends. Fais un prompt. Il te le dit, OK, ouais. voilà, genre ça t'a fait un mash. OK, je sais que les concept artists vont me détester si je dis ça, Ouais, mais tu je pense que c'est un nouvel outil à une nouvelle corde à leur arc pour être, plus efficace. Est-ce que l'adoption dans le jeu vidéo est dure? Parce qu'il y a beaucoup de gens ouais. qui se sentent menacés, Surtout sur la partie, comme on disait, créatifs. créatif, ouais, 100%. Heu, est-ce que tu sais, comme je le mentionnais, depuis les 2 dernières années, il y a vraiment une tendance sur améliorer la Ouais, productivité. Heu, je je crois que ça va continuer dans cette direction-là, heu, mais à chaque, je vais dire, génération de plateformes, heu, de jeux vidéo, il va avoir un step au niveau gameplay. Il va y avoir quelque chose ouais, qui va être différent. Heu, je le pense, au MOBA, je le pense ouais, tout à fait. au battle royale, je le pense au mobile, je le pense Ouais. à heu, il y a 10 ans, je pensais que les consoles allaient mourir. Il y a personne de parfait. Je pensais qu'il Ouais, allait y avoir une consolidation. Je pensais ouais, que ma vision d'il y a 5 ans, je pensais que le téléphone cellulaire allait, genre être le nouveau desktop ouais. parce que, genre, on peut mettre tellement plein de Hein, hein. puissance. Je pensais qu'on pouvait avoir un projecteur qui allait le projeter, ça allait être l'écran. C'est drôle, les cartes graphiques font genre, ils n'ont jamais fait autant d'argent. C'est vrai. Euh, donc, être humble, hein, pas. Je veux dire, je pense que c'est normal de se tromper. Je Ouais, pense qu'il faut je comprends. penser en termes de probabilité, de statistiques. Ouais, Euh, 100%. Non, je comprends 100%. Je suis un peu de pouce sur l'IA et je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, ça pourrait être un sujet à part entière. Je pense que ça va l'être. C'est genre toute cette controverse autour de l'IA. Tu sais, je pense que tu l'as dit et je rebondis là-dessus. Je suis dedans aussi depuis un petit bout de temps maintenant. Et ceux qui sont un peu menacés ou qui sont un peu réfractaires, c'est que c'est comme tout. C'est pour moi, l'IA, comme tu as dit, ça permet d'aider dans des processus, surtout des tâches un peu chronophages ou de faire gagner du temps et non pas remplacer quelqu'un à proprement parler. Évidemment, il y en a qui prennent ça à l'extrême, même même pour les créatifs. Moi, je l'ai vu, ils utilisent rapidement dans la partie prototypage pour avoir rapidement des choses, pour pas passer trop de temps. ouais. Mais in fine, c'est pas le travail fini. Il y a du travail, il y a des choses qui vont revenir. Donc, on pourrait en reparler, mais de l'IA, mais même les automatisations, le cloud aussi, tu l'as dit, c'est genre. Ouais. Aujourd'hui, on peut quand même utiliser un téléphone pour faire pas mal de devices, mais ça évolue vite et c'est vrai que cette question est large. Qu'est-ce qui se passe pour répondre honnêtement, même moi, je sais pas ce que je vais faire dans un an avec mon projet ou tel projet, c'est tellement ça avance vite. Donc c'est sûr que se projeter à 5 10 ans, c'est un peu plus compliqué, surtout dans l'air du temps là. Ben, je le vois, tu sais, tu parles de. Mettons, je vais parler des concept artists, des Ouais, artistes qui font des dessins. Quand Google Search est arrivé, ouais, puis là, Google Image Search est arrivé, euh, je me rappelle que le légal est comme non, mais il faut fouiller pour voir qu'il n'y a pas d'image. ouais, Mais maintenant, il n'y a personne qui se plaint de faire on va chercher des références, puis ça fait partie des nouveaux outils. Euh, 100%. Complètement d'accord. Mais on peut même remonter encore plus loin, c'est l'époque de Excel quand ça arrive aussi, les comptables qui sont dit on va se faire remplacer par Excel, les automatisations. L'adoption est toujours compliquée. C'est au début, ouais. lorsqu'on arrive à, comme tu as dit, il y a tous ces cycles, un petit peu de nouveaux outils, de nouvelles plateformes. Aujourd'hui, c'est l'IA, bientôt ça va être autre chose.
mon pronostic, puis on s'en reparlera dans 5 ans, le jeu vidéo va très bien s'en sortir. Je suis d'accord. Je te dirais, les camionneurs, peut-être un peu moins. Ouais, ça automatise beaucoup de ce côté-là, donc ouais, je pense qu'on s'en parlera dans 5 ans. Écoute, on se redonne rendez-vous dans 5 ans pour s'en reparler. Mmh. Très cool. Est-ce que là-dessus, je pense que j'avais une autre question, mais ça rassemble un peu sur le côté de comment tu restes à jour, mais ça, tu l'as un petit peu dit, c'est sur les technos, donc tu restes toujours en veille constante, compagnie. Donc, est-ce que si tu avais une chose un peu toi, comment tu changer une chose dans la manière dont l'industrie gère la tech aujourd'hui, tu sais, je pense que c'est un peu large outil, mais peut-être plus à la rigueur, même chez Gearbox, comment vous gérez la tech, comme tu l'as dit, c'est que vous regardez ce qui se passe sur le marché, vous faites du benchmark, vous développez les vôtres. Euh, mais ouais, comment l'industrie, si tu prenais un peu plus de hauteur, pourrait gérer la tech? Parce que je pense que il y a ces côtés qu'on vient de dire à l'instant, de prendre un peu de recul, là, mais L'industrie, c'est très, très c'est large. très large. Heu, j'ai je au niveau de l'industrie, je te dirais, oui, chaque compagnie est en compétition, mais je pense que on aura beaucoup à travailler ensemble, Ouais, pour des trucs, des commodités. Je le vois sur dans certaines industries, il y a beaucoup plus de collaboration. ok. Heu, je je trouve qu'on a les studios triple A ont beaucoup à apprendre des indies, Ouais, je suis avec d'accord. la Guild. Ouais, Même j'ai participé à beaucoup je vais dire des game jams ou des fins de projet en jeux vidéo qu'en 14 semaines, à 5 personnes, ils font des trucs, puis je dis: «Waouh, c'est cool!» Ils ont essayé des trucs, se sont amusés. Ils, heu, nous, faire le même truc, ça aurait pris genre 1 an et demi. ouais. Ah ouais, je comprends. Il y a beaucoup à apprendre, je pense, des deux côtés, mais comme tu le dis, ça a quand même bien évolué en toute franchise. Et il y a de plus en plus de triple A aussi qui s'ouvrent un petit peu et qui changent un peu leur manière de faire. Mais ouais, j'ai vu des game jams, c'est fou aussi. Mmh. Je suis complètement d'accord. Écoute, je vois que le temps passe un peu. Je vais te donner un peu les mots de la fin pour arriver là-dessus. Un peu plus large, mais trois questions pour être exact. Comme ça, tu es au courant. Les deux, trois conseils que toi, tu aurais aimé recevoir plutôt dans ta carrière, si tu en as bien sûr. Le premier truc, puis là, c'est vraiment pour un programmeur, c'est les requis, c'est vraiment important. Ouais, Heu, le Je fais un stage, je travaille avec des ingénieurs civils. Il faut que j'applique une norme américaine. ouais, Il y a un petit En gros, c'est des abords de rue ou d'autoroute. Il y a un outil il faut que tu définisses la pente, puis il faut que tu dis s'il y a des ravins, s'il y a un arbre. Moi, je fais tout un truc graphique. Je suis pas si moi, j'aime qu'est-ce qui est visuel. Je fais le truc, puis là, ça remplit genre une grille un peu à la Excel. ok. Puis, je montre ça aux ingénieurs, ils disent: «Wow, c'est donc bien cool!» «Ah, mais on peut pas éditer la grille». Eux, ils s'en foutaient du truc, genre graphique. Ah ouais, et ils voulaient éditer directement, ouais, Ils je voulaient comprends. éditer directement. Là, tu sais, j'ai perdu beaucoup de temps. Puis là, ça a changé Ok. ma façon de procéder. C'est comme, OK, les requis, c'est important. Parler avec les utilisateurs. Tu sais, je l'ai mentionné vraiment plusieurs fois, Non, mais mais je peux faire que du pouce là-dessus, ouais. On est clairement. ensuite, si vous voulez, là, je vais passer leadership. Ouais, euh, Faites-les pour les bonnes raisons. ouais, C'est parce que vous aimez travailler avec des humains. Vous voulez avoir un impact peut-être je vais dire plus grand, mais c'est pas plus grand, mais plus large sur un ouais. projet. Différent, ouais. Euh, euh, et il va y avoir une période de transition. Il faudra Ouais, apprendre à déléguer. Euh, ça, je veux dire, c'est mes deux plus gros conseils que je ouais. donnerais pour un nouveau dans l'industrie. Très cool. Euh, si vous êtes, c'est sûr que avant même que j'arrive dans le jeu vidéo, j'avais 7 ans en développement de logiciel. Je suis arrivé dans le jeu, puis je connaissais, ben, j'étais capable de programmer, mais je connaissais rien dans les métiers. Ouais, Le lexique, je le connaissais pas. ouais. Donc, je sais qu'il y a certaines entreprises qui font des stages d'intégration d'une journée, là. Pour Ok. quelqu'un au secondaire, là, c'est vraiment génial. Ah ouais, on débute tous quelque part, c'est ça. Donc Exact. très cool, très pertinent comme retour. Et il y a une dernière question, est-ce que tu aurais une ressource ou une référence à recommander? C'est un livre, un outil, initiative, quelque chose que tu suis Euh, ou pas? ben, je- c'est très drôle parce que souvent en entrevue, je posais la question: «Comment apprendre? Comment Ouais, t'apprends?» Puis, et souvent, c'est par les autres.
Puis au début de ma carrière, c'est, ben, par les livres. Là, maintenant, c'est plus, c'est le livre est toujours encore en vie, mais il est sur d'autres médias. C'est sûr. Heu, c'est sûr qu'avoir des bonnes bases si tu veux faire du jeu vidéo, C++, c'est encore la norme. Ben, C# si tu fais du Unity. Ouais, Hem, ça reste très, très, très pertinent. Hem, hem, Unreal Fest, ouais, si tu veux faire du triple A, si tu veux faire des jeux de grande envergure, ça vaut la peine de suivre leurs conférences. ouais, La plupart complètement. est les plus pertinentes sont disponibles en ligne. Ouais, Hem, le MIG s'en vient. exact. Le Je mois trouve prochain. je trouve que ça avait perdu un peu sa vocation, hem, de pédagogie. Ouais, Sauf que cette année, j'ai regardé les les panels, les conférences, conférences, ouais, il y a beaucoup de post-mortem. ouais, Ça, je je suis trouve ça d'accord. très, très, très intéressant. C'est revenu un peu, ouais. Ouais, donc mis bout les avec tout ça, je pense que Pas mal de knowledge ouais déjà, ouais, pas mal de et savoir. évidemment, apprendre sur le tas, hein, essayez, ayez pas peur, faites des projets à la maison. Heu, Ouais, toujours continuer à travailler là-dessus. Très cool. Écoute, merci beaucoup pour les partages. Je crois que j'avais dit 3, mais c'est 2 questions du coup. c'est bon, On va rester sur 3. Donc, en tout cas, Fred, merci beaucoup pour l'échange. de rien. Super riche, vraiment intéressant. En toute fois, c'était vraiment passionnant. C'est des questions que j'avais hâte que tu répondes et j'avais hâte de voir ta vision et voir à quel point justement le rôle du directeur technique qui va bien plus, enfin plus large, pardon, au-delà du code. Parce que ça n'en est plus vraiment de toute façon, comme tu as dit, c'est plus ta vocation première, c'est plus de la vision, du management, c'est de l'innovation, de la stratégie et surtout de la coordination entre les gens. Je pense que c'est revenu souvent, c'est les gens et aimer les gens. Ça, c'est quand même Ouais. important. Donc, beh, j'espère en tout cas que cet épisode a permis à tous celles et ceux qui nous écoutent de mieux comprendre les réalités du métier, de mieux comprendre les attentes et un peu ce que ça sous-entend évidemment, et peut-être même de s'inspirer pour leur propre parcours. Euh, encore une fois, Fred, merci beaucoup Bienvenue. pour ton temps aujourd'hui. Je peux te laisser le mot de la fin si tu veux, avant de conclure. C'est drôle parce que là, tu me parlais de stratégie, puis je me Ouais, dis, ceux qui sont bons à des jeux de ressources, hein, ça aide pour, genre, arriver à mon poste. Ça va toujours être gérer je vais dire les colons de Catan ou, je suis vraiment d'accord. Tu sais que je rigole, mais ça joue vraiment. Moi, j'étais c'est pas bon jeune là-dedans. C'est pour ça que j'ai appris sur le plus tard là. Mais clairement, ouais. Merci Fred. Écoutez, si vous avez aimé la discussion, pensez à vous abonner au podcast, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Vous trouverez les liens juste en dessous. On mettra en dessous, quelque part. On mettra les liens sur la vidéo ainsi que toutes les ressources, tout ce qu'on a pu parler durant le podcast et tous les liens que tu as pu évoquer. Un peu d'anglicisme, on les traduira aussi des fois parce que c'est pas clair. Mais avant de se quitter, petit teasing pour le prochain épisode qui arrive dans 2 semaines, qui va porter autour de la VFX, CGI et animation, qui sera avec Maureen. Euh, je vous dévoile pas encore le nom de l'invité. Je vais laisser les réseaux le faire, sinon on va me taper sur les doigts là. J'ai plutôt laissé, j'ai juste utilisé le nom, c'est le rôle d'un VFX supervisor. Euh, Aujourd'hui en 2025. Mais bon, on verra tout ça dans les prochains jours avec plus de détails sur nos réseaux. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. On se reverra nous au Mix, je pense aussi. Je sais pas si tu y vas toi. sûrement. C'est Certainement, on va se croiser quelque part, on se recroisera bientôt. Sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode de Cool Be Better. À très vite tout le monde et merci beaucoup Fred. Merci beaucoup. Be Better Podcast.